convention qui a fait les choux gras de la presse en début de semaine, l'on évoquait très clairement, cette convention de prêt qui a été signée entre le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, et un pôle d'entreprise, y compris également le Fonds africain d'investissement. L'on parle d'un peu plus de 50 milliards de francs CFA qui sera mobilisé pour permettre aux petites et moyennes entreprises, mais également les petites et moyennes industries de pouvoir asseoir leur développement. Le président du GICAM, André Fotso, a par ailleurs indiqué qu'il faudrait mobiliser à peu près 520 milliards de francs CFA pour permettre aux petites et moyennes entreprises dans leur globalité de pouvoir tout naturellement apporter leur contribution à l'édification d'une économie camerounaise qui se veut émergente d'ici à l'horizon 2035. Et puis on parle de cette fusillade du côté des États-Unis. Hier, au niveau de l'aéroport de Los Angeles, l'on a identifié un individu âgé de 23 ans qui a tiré à bout portant sur les éléments de sécurité. Cet individu a été appréhendé. Plus de peur que de mal, même si l'on dénombre au finish plusieurs blessés graves. Voilà pour le sommaire de la vraie émission, premier numéro de ce début de semaine. Madame, monsieur, merci de nous retrouver dans le cadre de ce programme qui, à chaque fois, se propose de vous offrir un regard nouveau sur des faits d'actualité, mais également, en seconde partie, se propose de débattre avec un invité prestige sur des sujets thématiques. La vraie émission, c'est de 18h à 19h30 sur les antennes d'LTM Télévision. Tout de suite, la première transition de votre émission qui prône le débat contradictoire. Ce sont les potins. Des potins, nous parlons donc de cette convention de prêt qui a été signée entre le GICAM, le Fonds africain d'investissement et un groupuscule ou un groupe de banques camerounaises. L'objectif de cette convention de prêt vise à booster le secteur des petites et moyennes entreprises, mais également celui des petites et moyennes industries en difficulté. On parle également de ce prêt qui a été octroyé à un taux d'intérêt de l'ordre de 10%. Le président du GICAM qui a réagi indique que 2% du taux d'intérêt de ce prêt permettra de renflouer les caisses d'enfants de garantie au niveau du GICAM. Mais il faudra indiquer que cette convention de prêt qui est saluée par les opérateurs économiques vise tout naturellement à stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises qui sont membres du groupement interpatronal du Cameroun. André Fotso également a indiqué qu'il faudrait donc mobiliser un peu plus de 520 milliards de francs CFA pour permettre à tout ce secteur des petites et moyennes entreprises, y compris les petites et moyennes industries, de pouvoir asseoir leur essor et apporter leur contribution dans l'émergence de notre pays qui est prévue à l'horizon 2035. Parlons à présent des États-Unis d'Amérique. Vendredi, c'était un moment de grande effervescence, mais également un moment d'émoi que l'on a vécu à l'aéroport de Los Angeles. Un individu d'une vingtaine d'années a tiré à bout portant sur les éléments de force de sécurité. Il a été appréhendé. Il s'agit de Paul Ciancia qui a donc tiré à bout portant sur des éléments de force de sécurité de l'aéroport de Los Angeles. L'on dénombre plusieurs blessés graves, mais l'individu a été appréhendé et selon les informations rendues publiques par la presse internationale, il aurait agi seul. Parlons de la République démocratique du Congo qui intensifie ses actions pour tenter de déloger les éléments du M23 qui sévissent au niveau du nord Goma. L'on indique que l'armée de Kinshasa a décidé d'intensifier la lutte contre ces rebelles, la retrancher donc au niveau des collines près de Goma. Des informations émanant de la presse internationale indiquent que le M23 est désormais fragilisé suite à ces assauts répétés de l'armée de la République démocratique du Congo. Voilà pour la première articulation de ce programme. Madame, monsieur, tout de suite, la deuxième articulation, c'est l'invité. L'invité avec qui nous allons partager la seconde partie de votre programme La Vraie Émission est donc un magistrat qui cumule à peu près 24 ans de carrière au sein de la magistrature. Il est le député, l'ancien député RDPC de Magnos et dans le sud-ouest du Cameroun, député démissionnaire puisqu'il a démissionné au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour rejoindre un parti politique, le PAP, et il s'est d'ailleurs présenté à l'élection
présidentielle d'octobre 2011. L'honorable Paul Aya Abiné, bonsoir et bienvenue dans le cadre de ce programme. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs. Merci de m'avoir invité. Je l'ai indiqué, vous êtes ancien député RDPC de Magno, c'est dans le sud-ouest Cameroun. Vous avez démissionné de vos fonctions de député avant le terme de votre mandat. Première question, honorable, qu'est-ce qui s'est passé ? Je tiens à corriger quelque peu. Je n'ai pas démissionné de mes fonctions. J'ai démissionné de RDPC et j'ai également démissionné de mon poste de président de la Commission des Affaires étrangères. Mais je suis resté à l'Assemblée jusqu'à l'échéance de mon mandat. Honorable, on vous présentait lors de la dernière législature comme un député RDPciste anticonformiste. Vous le reconnaissez au moins ? Oui, absolument. Il est vrai qu'en 2002, je suis entré à l'Assemblée sur le ticket de RDPC, mais étant là-dedans, j'ai constaté que l'intérêt général était littéralement écarté et que tout le monde, n'est-ce pas, travaillait pour soi-même. Le pays n'avançait pas. On a beau parler de la démocratie, mais il n'y avait pas de démocratie. Peut-être au niveau des militants ordinaires, il y avait un peu de démocratie, mais au sommet, il n'y avait pas de démocratie. Donc, j'ai décidé de démissionner. Alors, on fera tout naturellement en première partie, si vous le permettez, le mandat quand même de vos 10 années passées au sein de l'Assemblée nationale de notre pays. Est-ce que l'on peut retenir quelque chose à mettre à l'actif de ces années que vous avez passées au sein de l'Assemblée nationale où vous avez occupé, vous l'aviez indiqué, un poste de responsabilité hautement important puisque RDPciste que vous étiez, on vous a confié la commission des affaires étrangères où vous présidez les travaux. Quel est le bilan qu'on peut mettre à l'actif du député de Magno? Merci tout d'abord parce que vous m'avez offert, n'est-ce pas, cette occasion de pouvoir m'exprimer un peu. Sans chanter mes éloges, je dirais que avant mon arrivée à l'Assemblée était presque dormante. Mais dès mon arrivée, je me suis mis au travail. J'ai commencé par attaquer le fait qu'une telle institution qui adopte les lois ne soit pas bilingue. Et quand on a déposé un projet de loi, je me suis opposé parce que la traduction était mal faite. Et à partir de ce moment, comme vous venez de dire, j'étais déclaré non conformiste. Et je suis resté égal à moi-même. Du point de vue de ma circonscription, avant mon arrivée à l'Assemblée, mon coin, l'un des coins les plus reculés du pays, personne ne connaissait où se trouvait Akwaya. Et aujourd'hui, je peux dire que même les enfants de 5 ans savent où se trouve Akwaya. Et pour aller à Akwaya, on passait par le Nigeria. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi. On va à Akwaya à partir de Bamenda, Woum, sur une piste que nous pouvons appeler une route. Ça me satisfait quelque peu parce que au Nigeria, je faisais au moins 284 km sans couverture d'assurance, sans sécurité. Mais aujourd'hui, je suis sur mon territoire, donc je n'ai peur de rien. À l'Assemblée, tout le monde se taisait à l'Assemblée. Mais à partir du moment où j'ai fait mon entrée, j'ai dit que nous sommes les députés de la nation. Au début, même les juristes ne voulaient pas admettre que nous sommes les députés de la nation. C'était dans la Constitution. Ils savaient bien sûr qu'il y avait cette disposition constitutionnelle qu'après l'élection, on devient député de la nation. Mais ils ne voulaient pas donner à cette disposition son ampleur. Donc, j'ai dit, nous sommes députés de la nation, donc nous devons veiller à ce que le développement soit au niveau de tout le monde. Parce que si le député gagne 800 000 par mois et il y a, n'est-ce pas, les étudiants qui sortent de l'université, qui travaillent dans les débits de boissons à 25 000,
vraiment, c'est pas intéressant, c'est pas la justice. Donc, j'ai commencé à poser des actes à l'intérêt de la jeunesse. J'ai dit, par exemple, qu'il était injuste que le secrétaire général à la présidence de la République ait en moyenne 2 500 000 par jour pour son carburant, alors qu'un étudiant sorti de l'université gagnait 25 000. Et finalement, nous avons été étonnés parce que le président de la République sur France 24 avait dit que ce qui était sur sa table, c'était la pauvreté, le sida, le sous-développement tout court, qui ne s'intéressait pas à modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. On en parlera plus largement parce que vous avez également pris position par rapport à cette affaire relative à la modification constitutionnelle. On en parlera largement, mais restons dans le bilan de cette décennie que vous avez passée au sein de l'Assemblée nationale. Sur le plan des populations de Magno, est-ce que l'honorable Abiné a fait quelque chose qui mériterait que l'on puisse applaudir aujourd'hui? Non, mais bien sûr, c'est ce que je dis, ça fait partie de mon bilan, parce que je suis député originaire de la Magne, mais j'étais député de la nation. Donc, pour compléter, vous savez, tout le monde sait que je me suis opposé à la révision constitutionnelle. Au niveau de la Magne, bien sûr, je n'ai pas cessé de répéter que plus de 50 ans après ce qu'on appelle réunification, pour aller à Bamenda, c'était peut-être 2 jours sur la route. Pour aller à Kumba, parfois, pendant la saison des pluies, Magno était coupé du reste du monde. On pouvait aller ni au Nigeria, ni à Bamenda, ni à Kumba. Donc, je n'ai pas cessé, n'est-ce pas, d'insister sur ce fait. Il y en a qui confondent tout, parce que le député ne peut que présenter les problèmes à l'exécutif. Le Parlement, étymologiquement, veut dire parler. Donc le devoir du député, c'est de parler, de présenter, n'est-ce pas, ce dont sa Constitution a besoin. Je l'ai fait, tout le monde le sait. Honorable, mais il se dit quand même que les députés ont l'opportunité d'avoir des micro-projets au sein de l'opinion. Donc vous ne pouvez pas dire que les parlementaires ne font que l'action qui est la leur, celui de faire des propositions de loi ou de contrôler l'action gouvernementale. Vous avez également un rôle dans le développement de vos différentes localités. Est-ce que, en termes de micro-projets, vous en avez bénéficié? Si oui, qu'est-ce que l'honorable a fait de ces micro-projets-là? C'est justement là, n'est-ce pas, le problème, parce qu'on a beau chanter cette affaire de micro-projet, on donne à quelqu'un 8 millions par an. Et dans mon cas précis, il n'y avait pas de route à partir du Cameroun, si bien qu'un sac de ciment arrivait à Akwaya pendant la saison des pluies à 12 000. Donc l'argent est peu pour tout le monde. Mais jusque-là, je me suis dit, au lieu de faire, n'est-ce pas, des petits projets, il fallait que je fasse quelque chose assez grand. Donc, je me suis décidé de construire à Akwaya ce que j'appelle centre communautaire. Donc, il y avait une salle de 25 mètres par 12. Il y avait un côté pour le logement. Il y avait pour la bibliothèque. Et également la véranda pour des cérémonies. Au moment où je parlais, il est vrai que le projet n'est pas achevé, mais c'était un grand projet. Au niveau, c'est-à-dire auto-gouvernemental, je pense que c'est un projet qui peut s'évaluer à peut-être 200 millions. Mais ce n'est pas achevé, je le reconnais. Mais là où je suis aujourd'hui, ça peut s'évaluer peut-être à 100 millions. L'honorable Paul-Aya Abiné, 10 ans passés au sein de l'Assemblée nationale de 2002, vous rempilez en 2007. Est-ce que l'on ne peut pas penser qu'en 10 ans, l'honorable n'a pas fait grand-chose?
Oh, contrairement, parce que ce que je viens de dire, je pense que si on fait le tour du pays, toute l'étendue du pays, il n'y a aucun député qui a entamé un tel projet. Et à mes prédécesseurs qui n'ont même pas pensé à commencer. Mais moi, j'ai réfléchi, j'ai commencé et je suis allé là où je suis aujourd'hui. N'oublions pas que le député est sollicité à tous les niveaux. Pendant mes 11 ans, c'est pas 10 ans, c'est 11 ans, pendant mes 11 ans à l'Assemblée, j'ai hébergé, n'est-ce pas, les étudiants chez moi à l'université de Buea. Au moment où je parle, même en tant qu'ancien député, j'ai au moins 4 étudiants que j'héberge, que je nourris, non seulement héberger. Donc il y a ce côté, n'est-ce pas, de bourse. Il y a le fait que nous soyons sollicités à tous les événements. Et aujourd'hui, dans le Cameroun, à chaque événement, le député, s'il est présent, et le chairman, et il faut, n'est-ce pas, cutting of the cake, c'est-à-dire le gâteau est placé, il faut mettre la main dans la poche. Donc nous sommes sollicités à tous les niveaux. Il y a les malades. Quand je suis au village, mais les personnes viennent avec des ordonnances et on est obligé, quand on voit l'état de ces personnes-là, on est obligé de faire quelque chose. Donc, je ne peux pas me juger, mais je peux quand même dire que j'ai fait mon mieux et les populations, n'est-ce pas, le reconnaissent. Honorable Paul Aya Biné, si l'on pouvait faire une sorte de bilan quand même des problèmes que l'on retrouve au niveau de la localité qui est la vôtre dans le sud-ouest Cameroun, qu'est-ce que vous direz au député actuel qui a pris votre place dans cette circonscription de Magno? Quel serait le conseil que vous lui donneriez pour que lui également, il ait l'opportunité, comme vous, de briguer au moins 2 mandats au niveau de la Chambre basse de notre Parlement bicaméral? J'ai passé 11 ans à l'Assemblée nationale et pendant cette période, je n'ai pas eu un marché de 4,99 comme ça se dit au Cameroun. Qui veut dire quoi, honorable? Parce que à nous, partir on de n'est pas 5 dans millions, le oui, s'il y a un marché de 5 millions, ça va, n'est-ce pas, plutôt à la commission. Donc, si c'est le ministre lui-même qui signe, c'est 4 millions 900 999 au Nigeria. Aujourd'hui, nous parlons de 499 au Cameroun, presque au même niveau que 419 au Nigeria. Donc, pendant mes 11 ans, je n'ai pas eu un seul marché de 499. Tout ce que j'ai fait, c'était plutôt pour l'intérêt général, parce qu'au moment où je parle... Vous arrivez au moins à comprendre, honorable Paul Aya Biné, que vous n'ayez pas bénéficié de ce 499. Est-ce que vous n'avez pas, vous, aujourd'hui, le sentiment, lorsque vous faites une sorte d'introspection, que c'est parce que vous étiez justement l'un des députés RDPcistes un peu trop bavards? Non, absolument pas, mais j'ai des camarades qui sont au gouvernement. Ces camarades ne peuvent pas ne mais pas vos me prises donner... d'opposition vous ont certainement coûté ces marchés-là. Non, ce n'est même pas demandé. Je n'avais même pas demandé, parce que pour moi, je pense qu'on est là, on est élu, on répond, n'est-ce pas, on est responsable devant le peuple. Donc, l'intérêt personnel doit, n'est-ce pas, se soumettre à l'intérêt général. Donc, si j'ai de conseils à donner aux députés, c'est de leur demander de servir le peuple au lieu de se servir. Parce qu'il y a des députés qui passent leur temps, n'est-ce pas, à passer auprès des ministres, demander les marchés, au lieu de faire leur travail. Et aujourd'hui, Magno est encore dans les difficultés parce que au moment où je parle, on ne peut pas aller de combat à Manfé. Donc, la question des routes est essentielle. Et tout développement commence par, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, de routes. Donc, pour la Magno en particulier, je dirais aux députés que, travaillant ensemble, ils peuvent mieux réussir que de travailler individuellement. Vous venez de dire que moi, j'étais peut-être un peu bavard, mais ça valait la peine. Parce que je voyais les autres, n'est-ce pas, chercher leurs intérêts personnels et je ne pouvais pas ne pas, n'est-ce pas, m'écarter. Et eux-mêmes, à un certain moment, s'étaient écartés, se sont écartés.
Donc, il faut travailler ensemble pour l'intérêt du département tout entier. Parce que dans le département de la Magne aujourd'hui, le coin le plus difficile, c'est Akwaya. Et je pense que depuis peut-être ma naissance, il n'y a qu'un seul ministre qui a essayé de prendre au sérieux les problèmes d'Akwaya, l'ancien ministre des Travaux publics, M. Jérôme Obieta. Mais les autres ministres s'en passent, ils s'en foutent. Hein. Honorable, on est en train de dresser votre bilan au niveau de l'Assemblée nationale pendant la période que vous aviez passé, un peu plus de 11 ans désormais. Est-ce que c'est facile d'être un député RDPciste au sein d'une Assemblée nationale comme celui du Cameroun? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a l'impression que ceux pour lesquels on a été élu par des populations, sur la base généralement de programmes, on est pris en compte par les autorités de la République? Je pense que c'est beaucoup plus facile d'être député de RDPC. Parce que qu'on travaille ou non, le RDPC gagne les élections quand même. À partir du moment où le RDPC investit, on est sûr, il y en a qui dansent même avant l'élection. Donc, être député de RDPC est la chose la plus facile à l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas, vous, le sentiment que LDPC, qui a l'ultra-domination au niveau de l'Assemblée nationale, ces députés-là, l'on les considère généralement comme des personnes qui viennent se reposer. La preuve, combien, à votre avis, honorable Ayapo Labiné, combien de propositions de loi ont été adoptées dans l'Assemblée nationale pendant que vous siégez à l'hémicycle de Ngouaïkele? Oui, j'ai beau parler de ce problème pendant les 11 ans que j'étais à l'Assemblée. Je me souviens qu'une fois, j'étais convoqué à la présidence de la République et il y a un ministre qui m'a dit, qui m'a accusé d'avoir crié haut et fort que l'Assemblée nationale est faible. Je lui ai dit que je n'ai jamais dit que l'Assemblée nationale est faible. J'ai dit, et je le répète, que l'Assemblée nationale est très faible. Elle n'est pas faible, elle est très faible. Parce que je ne connais aucune assemblée dans le monde où, pendant 10 ans, il n'y a pas une seule proposition de loi qui ait été débattue, sans même être adoptée, débattue. On rejette, n'est-ce pas, dès le dépôt. Parfois au niveau, n'est-ce pas, de la commission, parfois au niveau même de conférence des présidents. Donc, c'est une assemblée telle, pour moi, je l'ai dit maintes fois, que l'Assemblée nationale du Cameroun n'est qu'une institution de formalité. Formalité en quel sens? Pour que le monde pense que nous sommes démocratiques parce que nous avons une assemblée. Mais à vrai dire, il n'y a pas d'assemblée au Cameroun. Vous pensez, comme d'aucuns continuent à le dire, que l'on peut décidément ou finalement conclure que l'Assemblée nationale, telle qu'il est configurée et telle qu'il fonctionne, reste une caisse de résonance, selon en tout cas les avis de nombreux observateurs. Vous partagez également cet avis-là? Oui, bien sûr, parce que il n'est pas possible dans le monde qu'un seul individu, n'est-ce pas, ait la sagesse qui dépasse la sagesse de tout le monde. Parce que tout ce qui est déposé par le gouvernement est automatiquement adopté. Dès que le président de la République dépose, une seule fois, ils ont rejeté parce que c'était manifeste, j'étais ciblé. On a déposé un projet qui était anticonstitutionnel en ce qu'on voulait exclure celui qui démissionne, exclure de l'Assemblée celui qui démissionne de son parti, alors qu'après élection, comme j'ai dit tantôt, on devient député de la nation. Donc c'est le seul projet qui a été rejeté. Sinon, tout ce qui vient du président de la République est automatiquement, n'est-ce pas, adopté. Parfois on dit, mais quand l'opposition dit que le texte n'est pas bon, on commence à écrire, on va adopter, on adopte. On envoie des éloges, des motions de soutien au président de la République, mais quelques jours après, on découvre que le texte qui était tellement bon, n'est-ce pas, a des lacunes. Donc vous voyez bien qu'une assemblée qui est sérieuse ne peut pas adopter tous les textes, parfois sans débat, parce que vous vous souvenez, et les Camerounais tout entiers,
parfois on dépose un texte et 2 jours après, le texte est adopté. On dépose un texte parfois, 4 jours après, un texte avec peut-être 80 articles. 4 jours, le texte est adopté. On n'a pas suffisamment. On dépose un texte maintenant. 4 heures après, la commission est en train d'examiner le texte. Ils n'ont même pas eu le temps de lire. Violation, justement, on en parle puisque vous êtes magistrat, je l'ai dit, de formation. Vous cumulez quand même près de 2 décennies au sein de la magistrature. Donc, un homme de droit, vous connaissez largement les arcanes du droit. Est-ce que cela peut se trouver, est-ce que l'on peut penser que c'est tout à fait normal qu'un projet ou une proposition de loi qui est acheminée au niveau de la conférence des présidents soit immédiatement 4 heures après, adopté par la séance plénière d'une assemblée? Est-ce que les députés ont le temps de parcourir l'ensemble de ces textes-là, ou finalement, comme on semble le dire, l'Assemblée nationale telle qu'il fonctionne, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait refaire? Beaucoup de choses. Et je vous dis une chose que vous connaissez bien, tous les Camerounais, n'est-ce pas, le connaissent. La loi n'est pas respectée chez nous. Je sais, en mon âme et conscience, qu'il y a une loi qui dispose que le budget en particulier doit être déposé à l'Assemblée au moins 15 jours avant l'ouverture de la session. Mais en aucun cas, pendant 11 ans que j'étais à l'Assemblée, le budget était-il déposé même la première semaine, n'est-ce pas, de la session. Parfois, nous passons 3 semaines, rien faisant, et à la dernière semaine, on dépose le projet de loi de finances. Et on dépose, aujourd'hui, comme je viens de dire, quelques heures après, au plus, une journée après, 14 ministres se défilent devant la commission des finances. Mais excusez-moi, 14 ministres, même si un ministre n'a que 1 heure pour s'exprimer, qu'est-ce qu'il peut même expliquer sans parler de débat? Qu'est-ce qu'il peut expliquer en 1 heure? Un ministre qui a, par exemple, un budget de 40 milliards, qu'est-ce qu'il peut expliquer en 1 heure? Donc, c'est tout à fait une formalité. On sait que dès qu'on dépose, c'est adopté. Et il y a aussi le budget de la souveraineté qui n'est pas du tout examiné. On dépose la présidence, par exemple, l'Assemblée, on dépose et ça passe. C'est quoi un budget de souveraineté pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs? C'est-à-dire la souveraineté, nous savons que nous avons 3 pouvoirs, l'exécutif, législatif, oui. Donc, disons, l'exécutif, le président est en tête et son budget n'est pas, n'est-ce pas, examiné pour raison de souveraineté. Parce que là, on dit le président, c'est comme si le président était au-dessus de la loi, parce qu'on dit on ne peut pas examiner le budget du président de la République. Et on ne l'a jamais fait, n'est-ce pas, à ma connaissance, pendant les 11 ans que j'étais là. Est-ce que parlant justement de ce budget de souveraineté, même si là on empiète dans un domaine qui est jusqu'ici réservé, est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement que ce budget-là qui est incontrôlable et dont on ne peut véritablement pas donner le montant, l'on est quand même là en marge d'un état de droit, ou alors d'un état qui se veut un état de droit? Non, on n'est pas dans l'état de droit. C'est-à-dire, quand on est dans l'état de droit, c'est que la loi s'applique à tout le monde. Tout le monde est égal à tout le monde, n'est-ce pas, devant la loi. Donc, on ne peut pas parler d'état de droit dans le cas où, n'est-ce pas, parce que si on n'examine pas, et que demain, peut-être aujourd'hui, nous parlons d'un président, ce n'est pas moi, ce sont les Camerounais qui le qualifient un président raisonnable. Si demain, il y a un président qui n'est pas raisonnable et qui décide peut-être de tripler son budget, que l'Assemblée n'a pas le pouvoir d'examiner, qu'est-ce qu'on va faire pour, n'est-ce pas, pour les autres départements? Donc, si on le fait aujourd'hui, peut-être, ça va, mais
il faut songer à demain. Honorable Paul Aya Bini, je vous ai posé la question dès l'entame, mais vous allez certainement compris pourquoi je réitère ou je vais vous reposer la même question. Est-ce facile d'être un député RDPCiste à la lumière de ce que vous venez de brosser, puisque vous n'avez d'ailleurs pas les coudées franches pour pouvoir intervenir et apporter votre modeste contribution à l'élaboration des propositions de loi qui très souvent, malheureusement, sont rejetées au niveau du premier palier qui est celui de la conférence des présidents. Vous n'avez très souvent pas l'opportunité, en tout cas peut-être que vous allez nous le confirmer ou l'infirmer, de pouvoir interpeller de manière totalement libérale les membres du gouvernement quant à la gestion quand même de leur budget et quant aux actions qu'ils ont menées dans le cadre des questions orales. Ceux qui l'ont d'ailleurs tenté, selon certaines indiscrétions, ont été frappés par la suite, soit par le comité central à la suite des opérations d'investiture, soit tout simplement ont été interpellés par les membres du gouvernement. Est-ce que c'est facile d'être un député RDPCiste dans un environnement comme celui qu'on décrit là? Oui, pour ces députés-là, c'est très très facile parce que imaginons une situation telle que nous vécons, n'est-ce pas, de temps en temps. Il y a une séance qui débute à 15 heures pour l'examen du budget, par exemple. On reste séance tenante de 15 heures à 8 heures le lendemain. On peut dire que c'est difficile, mais les députés, n'est-ce pas, s'endorment. Quand le président est fatigué de présider, il appelle un des vice-présidents et s'en va dormir. Donc, c'est facile parce que eux, ils pensent, n'est-ce pas, que la discipline parti doit être observée scrupuleusement. Or, quand il y a conflit entre l'intérêt, n'est-ce pas, de parti et l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de la nation qui doit prévaloir. Mais eux, ils s'alignent strictement derrière la discipline parti. Donc c'est très facile pour les députés RDPC parce qu'ils ne travaillent pas. Ils s'endorment, par exemple. Quand ils entendent, on passe au vote. Ils se réveillent et ils votent sans avoir suivi le débat. Donc, pour moi, je pense que c'est bien facile, c'est très très facile parce que sinon, si on travaillait, bien sûr, mais on ne travaille pas. Et on n'a pas le courage même de penser à déposer une proposition de loi. Si jamais il y a eu des propositions de loi, ça venait, n'est-ce pas, de l'opposition. Une fois, j'ai déposé des amendements, n'est-ce pas, d'un projet de loi. Et j'étais surpris parce qu'il y en a qui m'ont pris, c'est pas moi, qui pensaient que en tant que député de RDPC, je ne devais pas le faire. Donc, ils se disent solidaires, mais au détriment, n'est-ce pas, de l'intérêt général. Alors, vous avez donc été porté à la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, l'une des 6 commissions qui existent, 9 commissions qui existent. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Vous avez le sentiment que c'était une fonction supplémentaire quand vous donnez qui servait à quelque chose dans une assemblée qui, vous l'aviez dit, vous l'aviez en tout cas confirmé, est une caisse de résonance incapable de contrôler véritablement une action gouvernementale, incapable d'interpeller de manière aussi importante ou fracassante ces membres du gouvernement, incapable à la lumière également de faire des propositions de loi, puisque la discipline de parti est celle qui semble prévaloir lorsqu'il faut justement parler des lois au niveau de cette Assemblée nationale. Au niveau de la Commission des Affaires étrangères, l'honorable, qu'est-ce qu'il a vraiment fait là-bas? Quand je dis que l'Assemblée du Cameroun m'amuse, c'est justement parce que même au sein de l'Assemblée, il se passe des choses qu'on ne comprend jamais. Moi, en tant que juriste, arrivé à l'Assemblée, tout le monde disait que j'allais être à la tête de la commission des lois constitutionnelles, ainsi de suite. Donc, moi, je pensais que si jamais on voulait que je fasse mon travail, on devait plutôt m'envoyer, au moins comme membre, n'est-ce pas, de la commission de droit constitutionnel. Mais j'étais surpris quand on m'a envoyé tout d'abord à la commission des affaires étrangères, et lors de l'élection,
si nous pouvons parler de l'élection, même là, il n'y a pas d'élection parce qu'on dit le parti a investi, y a-t-il d'autres candidats et tout le monde se tait. Donc, lors de l'élection, entre guillemets peut-être, on m'a, n'est-ce pas, nommé et je suis resté. Peut-être parce que dès notre arrivée, il s'avérait nécessaire de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée. Et en tant que juriste, j'ai joué mon rôle comme il faut. On a mis en place une commission. J'étais membre de cette commission. J'ai fait mon travail. Peut-être c'est ce qui a motivé, n'est-ce pas, le parti. Mais vous aurez pu, de par les compétences qui sont les vôtres, c'est d'ailleurs le cliché que l'on semble décrire lorsqu'on voit la formation du gouvernement et on voit l'attribution des différents portefeuilles ministériels qui, pour certains observateurs, ne semblent généralement pas correspondre aux compétences de ceux qui sont généralement affectés. Vous aurez, vous, en tant que juriste de formation, dire que vous n'allez pas vers la commission des affaires étrangères parce que votre compétence là-bas n'est véritablement pas importante. Oui, logiquement peut-être, mais vous ne savez pas comment l'Assemblée fonctionne. À l'Assemblée nationale du Cameroun, comme j'ai vu, tel que j'ai vécu, une commission ne peut pas siéger, n'est-ce pas, de son propre gré. C'est le secrétaire général qui convie, n'est-ce pas, la séance, c'est lui qui établit l'ordre du jour, c'est lui qui fait tout. Donc on se trouve parfois à 30 minutes de la séance, on va au tableau, et il y en a qui sont en ville, bon, qui sont ailleurs, mais on affiche au tableau qu'il y a tel. Donc je venais d'arriver, on m'a confié cette fonction, et je pense que j'étais quand même pas normal que je dise à mon parti, je viens d'arriver, je dis non, je préfère être dans telle commission. On ne choisit pas. On arrive, c'est le bureau qui établit la liste de chaque commission. On affiche la liste et vous vous trouvez dans une commission. Après ma démission du RDPC, par exemple, on m'a envoyé à la commission de production. Bon, la commission est allée à Kribi, à mon insu. C'était plutôt le président de l'Assemblée qui est allé à ma place, alors que le règlement intérieur interdit que le président de l'Assemblée soit membre d'une commission. Alors j'ai soulevé ce problème et dès lors, le président a décidé de m'envoyer à la commission de pétitions, qui ne siège presque jamais. Pendant 20 ans, peut-être la commission là ne s'est pas siégée une seule fois. Donc on vous envoie des lois constitutionnelles, celui des finances. Il y a combien d'autres commissions sur les 9 qui, au cours de la mandature ou de la députation, réussissent au moins à tenir un conclave? Non, en dehors de la commission des pétitions, je pense qu'il y en a qui ont au moins siégé une fois. La commission la plus sollicitée, c'est la commission des affaires étrangères, parce qu'il y a beaucoup d'instruments internationaux qu'il faut examiner et autoriser le président de la République à ratifier. Donc c'est la commission la plus sollicitée. La commission des finances, peut-être une seule fois par an, pour examiner le budget. Ils travaillent, bien sûr. Combien d'accords ou de conventions sont passés sur votre table au niveau de la commission des affaires étrangères? Non, vraiment difficile à dire. Difficile à dire parce que nous n'avons pas d'inventaire. Comme je viens de dire, c'est le secrétariat qui fait tout. Nous, on ne fait qu'aller examiner et adopter. Est-ce que vous avez le temps de lire au moins ces différentes conventions-là? Pour moi, j'avais insisté parce que avant mon arrivée, il y avait un projet de loi de deux articles. Le président de la République est autorisé, et puis cette loi sera enregistrée ainsi de suite. Sans attacher, n'est-ce pas, le document qu'on autorise le président à ratifier. Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas, n'est-ce pas, autoriser alors que je ne sais pas quel est le contenu, n'est-ce pas, de l'instrument qu'il doit ratifier. C'est à partir de ce moment qu'on attache
ces documents. Donc si j'avais insisté, c'est justement parce qu'il fallait que j'examine l'instrument. Je suis convaincu que ça ne sera pas au détriment, n'est-ce pas, du peuple. Honorable Paul Aya Biné, merci donc d'être venu dans le cadre de ce programme et d'être donc avec nous pour échanger sur le fonctionnement de notre Parlement bicaméral. De votre point de vue aujourd'hui, l'on a complété la chambre qui manquait au niveau du Parlement. On a désormais un Sénat qui est fonctionnel, même si jusqu'à preuve le contraire, elle recherche encore ses bâtiments et ses marques. Tel qu'il est configuré, tel qu'il fonctionne, avec encore une fois de plus une domination ultra importante du RDPC. Vous avez l'impression que ce Parlement-là servira à quelque chose? Moi, je ne vois aucun changement. Je vois plutôt quelque chose qui sera moins bon que nous avons connu. Parce que si vous voyez l'âge des sénateurs, en moyenne, mais ce sont des personnes qui sont bien âgées, qui ne sont plus très actifs. Et quand on vieillit, n'est-ce pas, on voit que même le cerveau ne tient plus grand-chose. Donc, je vois mal que la création ou bien la mise en place du Sénat ait quelques changements que ce soit sur le fonctionnement du Parlement. Et moi encore, même au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui animaient, quelques-uns qui animaient le débat ne sont plus là. Vous faites allusion à qui, honorable? Je fais allusion à M. Jean-Jacques, honorable Jean-Jacques Ekindi, par exemple, qui n'est plus là. Bon, tu peux me citer même, je ne suis plus là. Ceux qui avaient le courage de dire quelque chose, il est vrai que SDF, les députés SDF, s'expriment beaucoup, mais malheureusement sans beaucoup d'insistance, et parfois ils démissionnent un peu trop tôt, parce que poser, n'est-ce pas, une condition, que tant que telle condition ne sont pas remplies, on ne va pas assister à la séance, et prochainement on est à la séance, alors que ces conditions ne sont pas remplies. Ça nous apporte quand même quelques doutes concernant ce qui aurait, n'est-ce pas, eu lieu derrière la scène. Donc, ils s'expriment beaucoup, mais je pense que sans beaucoup d'effet, ils ne tiennent pas jusqu'au bout. Alors, honorable, sans avoir le sentiment, en tout cas pour nos téléspectateurs, que nous semblons prôner une sorte de politique de l'autoflagellation ou tout simplement du pessimiste, vous êtes juriste, qu'est-ce que l'on peut concrètement faire aujourd'hui au vu du fonctionnement de notre Parlement et des réalités que vous semblez décrire et qui sont des réalités qui devraient inquiéter plus d'un? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Parlement, le pouvoir législatif au Cameroun puisse fonctionner suivant un certain nombre de règlements et de dispositions qui sont pourtant consignés dans la loi fondamentale de notre pays? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Sur quel levier on peut actionner? Il faut commencer par l'élection des députés. Et pour l'élection des députés, pour qu'on puisse élire les vrais députés, il faut d'abord une commission électorale indépendante. Et l'ECAM ne l'est pas. L'ECAM fonctionne comme une sous-section de RDPC. Donc, dès l'élection, il y a déjà un problème. Est-ce que ce n'est pas le député RDPciste aigri qui s'exprime là? Non, mais j'ai démissionné de RDPC parce que la politique RDPC n'est pas la politique qui peut avancer, qui peut développer le pays, qui peut, n'est-ce pas, protéger. Mais voyons, nous avons tout ce qui est nécessaire. Pourquoi le pays ne se développe-t-il pas? La Guinée équatoriale vient acheter la canne à sucre chez nous, le sable ici à Tico. Ils n'ont que le pétrole, mais combien de Camerounais meurent-ils parce qu'ils cherchent à aller à la Guinée équatoriale, chercher un travail, moyen de vie. Tel que nous sommes, et étant donné que le bon Dieu nous a nantis de beaucoup de ressources, on serait très loin. Mais la politique de RDPC n'a avancé le pays nulle part. La semaine passée, par exemple, à Buea, on a travaillé 2 jours pendant la semaine.
Pour quelle raison? Non, les fêtes, il y a les fêtes, mais depuis qu'on a annoncé ce qu'ils appellent cinquantenaire à Buea, il y a ce qu'ils appellent clean-up. Tous les mercredis, il n'y a pas de travail. Donc, tous les mercredis sont fériés à Buea. Qui a décrété ça? Bien sûr, c'est le sous-préfet. Donc, vous voyez bien qu'un pays qui veut développer ne peut pas se permettre de dormir. Donc, la politique ADPC ne fait pas avancer le pays. Et même si j'étais encore... Quand j'étais au sein de RDPC, je disais exactement ce que je dis aujourd'hui. Parmi les RDPCistes, personne n'a critiqué le pays, le parti, quand il était à l'intérieur du parti. Sauf une critique constructive en plus, honorable. Oui, donc moi, j'ai apporté, n'est-ce pas, des critiques constructive, comme, n'est-ce pas, vous venez de dire. Alors, l'une des critiques les plus virulentes, quoique constructives, venant de vous en tant que député, c'est cette affaire relative donc à la modification de la Constitution intervenue, c'était en mars 2008. Vous vous êtes farouchement opposé à la modification constitutionnelle. Dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous vous aventuriez sur ce terrain assez glissant? C'était pour deux choses. Dire devant le peuple, jurer, n'est-ce pas, devant le peuple, que moi j'accepte 2 mandats de 7 ans, fois 2. Et revenir sur sa parole, pour moi, c'était immoral. Deuxièmement, j'étais à Bamenda en 1983, quand le président est venu. Juste, c'était sa première sortie de Yaoundé après, n'est-ce pas, sa succession à Yijou. Dit qu'il allait mettre fin à la poursuite des dossiers au ministère des Finances. Aujourd'hui, c'est une institution. Donc, moi, j'ai vu que le pays n'avançait pas. Et puisqu'on avait donné 14 ans au président qui avait déjà, c'est pas moi, passé peut-être une dizaine d'années, c'était largement suffisant. Il fallait qu'il soit, n'est-ce pas, qu'il se retire pour qu'on voit quelqu'un d'autre. À l'époque, je n'avais même pas en tête de me porter candidat, mais je me disais qu'il fallait quand même qu'on voit ce que quelqu'un d'autre peut faire, peut apporter. Donc, pour ces deux raisons, n'est-ce pas, d'immoralité, parce que revenir sur sa parole en tant que président, après prestation de serment, c'était pour moi immoral. Et surtout, il fallait que le pays se développe étant donné ce que nous avons comme ressources. Comment au niveau de votre ancienne chapelle politique, la nouvelle de votre position relative à cette modification constitutionnelle a été accueillie? Autrement dit, l'honorable Paul Aya Abiné a-t-il subi des pressions et des menaces? Oh, des menaces, même menaces de mort, hein. Pas nécessairement des députés, parce que parfois c'était anonyme. Si vous parcourez, n'est-ce pas, mon téléphone, vous allez encore voir les numéros, même des messages qui m'ont été envoyés. Donc, les députés RDPC, parfois, sont les gens qui ne sont pas très honnêtes. Derrière la scène, mais ils étaient tous... Il y en a qui m'avaient même assuré que le moment venu, ils allaient également voter contre. Mais devant la scène, tout le monde se retire. Donc, moi, en dehors, n'est-ce pas, de l'hémicycle, je n'avais vu aucune hostilité. Mais à l'hémicycle, vous vous souvenez, on avait même après déposé un projet de loi demandant que la caution pour l'élection présidentielle désormais soit élevée à 50 millions. J'étais visé, bien sûr, et on continue à me viser jusqu'à aujourd'hui. L'on parle aussi c'était par procuration, je crois, que vous avez adressé votre position par rapport à cette modification. J'ai dit maintes fois, et je le répète ici, que je n'avais jamais donné aucune procuration à personne. Mais pourquoi d'aucuns indiquent que vous l'aviez adressé à l'honorable Emilia Mondiao? Jamais. Si on apporte, parce qu'ils avaient publié un document en mutation, je pense bien.
Si on apporte ce journal que je garde jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que la signature ne ressemble à rien à ma signature. Et dans ma vie, chaque fois que je signe, même si l'espace est tout petit, je mets la date. Je ne signe jamais sans mettre la date de ma signature. Et la date est toujours à l'américaine. Je commence avec l'année, suivi de mois et puis le jour. Je n'avais jamais signé une procuration. Donc c'est un document falsifié. Au jour d'aujourd'hui, vous savez qui a produit cette procuration, qui a fait le choux gras de la presse? Non, je ne peux pas le savoir parce que c'est le secrétariat du groupe parlementaire qui donne des procurations aux députés pour voter pour les autres. Et il faut que j'explique aujourd'hui encore que le député qui a voté peut-être n'est en rien. Parce que souvent, le secrétariat envoie, n'est-ce pas, les procurations à la séance et on voit les députés qui sont présents. Parce que si on mettait le nom des députés et le jour en question, le député était absent, on allait barrer. Donc, souvent, on met, n'est-ce pas, le nom de celui qui donne la procuration, il signe, il met la date, la période pendant laquelle il sera absent, et c'est le secrétariat du groupe parlementaire qui, le jour venu, voit les députés qui sont présents et, n'est-ce pas, le secrétariat met le nom de tel député pour telle procuration, tel député pour telle procuration. Donc, ça devait, si jamais il y avait eu une procuration falsifiée, c'était au niveau du secrétariat du groupe parlementaire RDPC. Très bien, vous l'aviez indiqué, les députés n'ont pas les coudées franches pour agir, pour être pleinement dans leur mission, dans le fonctionnement actuel que l'on a décrit de l'Assemblée nationale. Honorable Paul-Aye Abiné, combien gagne un député de l'Assemblée nationale du temps où vous aviez siégé dans cette chambre-là? Parlez-nous un peu de ces émoluments. Est-ce que cela observe une sorte de fluctuation à la hausse pour vous qui avez officié en tant que président de la Commission des Affaires étrangères? Oui, un député, le salaire d'un député est autour de 800 000. Malheureusement, arrivé à l'Assemblée, c'est maintenant différent. Arrivé à l'Assemblée, on octroie crédit véhicule qu'on rembourse pendant 5 ans. Donc, de 800 000, on réduit déjà pour le crédit véhicule. On déduit pour le crédit véhicule. Et si le député, parce que nous avons des facilités pour les crédits à l'Assemblée, c'est-à-dire avance de salaire, et si vous avez pris une avance de salaire, on déduit également. Si bien que finalement, vous voyez, le député peut-être finit avec 200 000, 300 000 en fait. Et attention, si on a un crédit de 8 millions pour un véhicule, on ne peut qu'acheter un véhicule d'occasion. Il faut, n'est-ce pas, beaucoup de maintenance pour ce véhicule. Donc le député, en fin de compte, a cet argent sans doute, mais ce qui lui revient est très très petit. Est-ce qu'à la lumière de ce qui se passe, par exemple, dans quelques pays à côté, vous n'avez pas le sentiment quand même qu'on fait quelque chose pour que nos députés, ceux de la nation qui sont des listes des élus du peuple, soient à l'aise? Ou alors il y a des efforts à fournir au niveau de ces émoluments et des conditions de travail qui sont ceux des élus de la nation? Ce que nous avons aujourd'hui dit frais de session, on a écrit au président de la République une pétition de 18 pages. Et malheureusement, celui qui était à la tête de ce projet n'est pas revenu à l'Assemblée, honorable Olomé. Sinon, même les frais de session n'étaient pas donnés. Mais si on va ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe dans la zone CEMAC, mais ailleurs, le député est bien payé. Ou bien c'est parce que ailleurs, l'Assemblée est en session et ils vont à l'intercession. Mais nous, au Cameroun, on est toujours en intercession
et on va à la session. Peut-être c'est la raison pour laquelle le Camerounais, n'est-ce pas, le député camerounais gagne peu. Mais il faut aller au Kenya. J'étais au Kenya pendant 10 jours. Et le député ne gagne pas moins de 3,5 millions parce qu'il a beaucoup à faire. Et là, le travail est très bien organisé. Chaque député a son bureau, a son secrétariat. Donc, c'est pas le cas ici au Cameroun, les députés, pas du tous les tout, députés mais n'ont le pas député n'a même pas une place pour s'asseoir. À l'hémicycle, là où, n'est-ce pas, on se rassemble avant d'aller à l'hémicycle. Qui sont donc finalement ceux qui ont des bureaux au niveau de l'hémicycle? Non, c'est les membres du bureau, bien sûr. Même pas tous les membres du bureau, les secrétaires n'ont pas, n'est-ce pas, de bureau. C'est quoi? C'est que le bâtiment est exigu ou simplement c'est que c'est un choix? Mais c'est pour mettre des entraves, n'est-ce pas, devant le député pour qu'il ne fasse pas bien son travail. Et c'est extrêmement grave ce que vous dites, honorable, des députés qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de secrétariat, qui fonctionnent comme des personnes qui vivaient sans domicile fixe. J'allais même vous dire que là où on se rassemble, avant, n'est-ce pas, d'aller à l'hémicycle, avant, il n'y avait que 8 chaises pour 180 députés. Donc, rien que les femmes n'avaient pas suffisamment les chaises pour s'asseoir. On se tient debout. Si on n'est pas dans l'hémicycle, on se tient debout. Non, on n'a pas de chaises. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour essayer d'améliorer ce cas de figure? Quelles sont les propositions que l'honorable Olaye Abini peut énumérer face à cet autre grief que vous venez de formuler? On avait déjà choisi des locaux pour construire une assemblée. On a même déjà fait, n'est-ce pas, des dessins, les plans, ainsi de suite. On avait même commencé à faire la clôture, temporaire bien sûr. Mais il y a des Français qui sont là et qui ont dit qu'ils n'allaient pas quitter les lieux. Et ils y sont restés. On avait déjà mis à part un budget de 2 milliards pour l'immeuble. On ne sait plus combien d'argent, n'est-ce pas, reste dans ce budget aujourd'hui. Mais les Français sont là, ils disent qu'ils ne vont pas quitter. Qui gérait ce budget, honorable? Comment? Qui gérait ce budget le secrétaire général de l'Assemblée. Très bien. Parlons à présent toujours de vous et de vos velléités de pouvoir, entre guillemets, puisque vous êtes présenté à l'investiture au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avant cette élection présidentielle d'octobre 2011. Honorable Olaye Abini, est-ce que là encore, vous n'avez pas voulu être calife à la place du calife? Non, je pense qu'en tant que Camerounais, chaque Camerounais, selon la Constitution, a le droit de devenir n'importe qui dans le pays. Mais tel que le parti, votre ancien parti fonctionne, est-ce que vous n'aviez pas eu le sentiment qu'on s'est dit que l'honorable, là, il a encore vraiment fait fort? Non, je ne me suis pas porté candidat en tant que membre de RDPC. J'avais déjà démissionné de RDPC et je me suis inscrit dans un autre parti. Donc, je me suis porté candidat au nom de PAP. PAP, oui. Oui. Alors, la candidature au niveau de PAP, les présidentielles se sont achevées, visiblement, pas un grand score. Non, mais j'avais combien de temps? Je me suis inscrit au PAP en janvier. En mars, on était en session. En juin, on était en session. Donc, j'avais au plus 2 mois pour préparer plutôt mon élection. Et si en 2 mois, je suis sorti 5e sur 23, je pense, c'était un très grand score au niveau du Cameroun, où on sait que l'élection n'est jamais transparente. Au niveau de Manfé. Non, mais c'est vrai. Même l'élection qui vient de passer, si on aura l'occasion d'y arriver, je vais vous dire ce qui s'est passé. L'élection n'est jamais transparente au Cameroun. Et cette fois-ci, c'était même pire parce que le président a décidé de payer les chefs. Et lors de l'élection, les chefs sont sortis avec des joujoux pour obliger les gens... cette revalorisation des émoluments des chefs traditionnels ne peut pas s'expliquer. Ce sont quand même des auxiliaires d'administration. Non, mais comment t'expliquer que quelqu'un sort, n'est-ce pas, de l'université avec son diplôme, peut-être maîtrise même plus, et gagne 25 000. Un villageois, peut-être qui n'a jamais été à l'école, gagne 100 000, 50 000.
C'est pas vrai. Donc vous voyez que cette fois-ci, il y avait tellement de la corruption. Mais je tiens à répéter que l'élection au Cameroun n'a jamais été transparente. L'ère d'Aïdjo, par exemple, il y avait des bureaux de vote qui donnaient au président 200%, c'est-à-dire le double des inscrits. Et aujourd'hui, vous voyez, lors de l'élection 2011, par exemple, rien qu'à Calabar, mes relations à Calabar sont au moins 30. Mais les résultats à Calabar, à Yapol, 0, 0, 0. Mais l'élection n'a jamais été transparente. On en parlera donc dans le cadre de la seconde partie de ce programme. C'est la rubrique politique et société. Merci. Honorable Aya Paul Abiné, l'on parle à présent de cette seconde partie et on va largement commenter le scrutin. Vous avez d'ailleurs embrayé sur la question des municipales et des législatives du 30 septembre dernier. Élection qui, selon l'avis de nombreux scrutateurs, s'est bien déroulé sur l'ensemble du triangle national. L'on parle d'un taux de participation de l'ordre de 70%. Et vous, au niveau du PAP, vous dites que l'élection n'a pas été aussi transparente que cela. C'est vrai que les observateurs ont, par exemple, dénoncé l'achat des consciences, mais l'affaire des charters électoraux qui ont très souvent été évoqués lors des élections au Cameroun a été reléguée au calendrier grec. C'est une avancée. Moi, j'ai publié une lettre ouverte à l'ECAM, disant que l'ECAM était une grande... l'ECAM était frauduleux. J'ai utilisé ce mot. Et donc, aller au tribunal et je vais me défendre. À commencer par ce qui s'est passé avant l'élection. J'ai écrit à l'ECAM, en ce qui concerne ma circonscription, que le délégué département de l'ECAM était en même temps un employé du secrétaire adjoint à la présidence de la République, qui était candidat également. Et que c'était anormal que ce monsieur soit, n'est-ce pas, à la tête de l'ECAM. Il fallait l'envoyer à un autre département et faire venir celui qui était dans le département qu'on l'avait envoyé. L'ECAM ne l'a pas fait. Lors des élections, voyez-vous, ils ont commencé par faire des promesses à tous les instituteurs, surtout les directeurs d'école primaire. Vous faites tout pour que le RDPC gagne, sinon on va vous renvoyer. Vous allez perdre vos postes. Donc, vous faites tout pour que le RDPC gagne. Et ces gens sont allés sur le terrain et ils ont fait exactement ce que le dit secrétaire adjoint à la présidence leur a consigné de faire. Comment expliquez-vous, dans un bureau de vote, on proclame les résultats, il y a des procès-verbaux, on dit par exemple RDPC a gagné avec 74 voix, PAP 22 voix, mais le président du bureau de vote va présenter, n'est-ce pas, à notre bureau, plutôt procès verbal, à la commission, disant que le RDPC a 181 voix et PAP une voix. Dans un autre bureau de vote, RDPC a 47. Est-ce que vous avez les preuves de les... Non, mais j'ai les copies, je ne dis pas. Moi, je suis juriste. Et je viens de dire que l'ECAM n'a qu'à aller au tribunal, je vais me défendre. Tout ce que je dis, j'en suis responsable. Je vous dis, j'ai des preuves, bien sûr, écrites, les preuves écrites. Donc, dans un bureau de vote, RDPC soit 47, PAP 34. Ce qu'on a publié comme résultat, RDPC 81, PAP 1. Comment expliquer que dans un coin tel que le mien, un coin bien reculé, où, n'est-ce pas, 90% des femmes adultes n'ont jamais été à l'école. On dit que dans 30 bureaux de vote, tout le monde inscrit à voter.
tout le monde inscrit a voté si fidèlement qu'il n'y a pas eu un seul bulletin nul. Et tout le monde a voté si fidèlement que le RDPC, n'est-ce pas, a toutes les voix et PAP 000 pour 30 bureaux de vote. Mais je vous le dis. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi le score du PAP par le fait que jeune parti qui arrive sur la scène politique devrait au moins faire non, je vous coupe la parole, monsieur, mais dans ces bureaux de vote, il y a le représentant de PAP et il y a le candidat municipal de PAP. Vous voulez dire que mon représentant a voté RDPC, mon candidat, n'est-ce pas, au lieu de se voter, a voté. Non, mais soyons sérieux quand même. Ça, c'est la fraude pure et simple. Et tout cela a été orchestré par le délégué départemental de l'ECAM. Et l'ECAM a entériné toutes ces fraudes. Parlons du fonctionnement du parti qui est le vote, le PAP aujourd'hui. Comment on peut le décrire? C'est un parti politique ambitieux, c'est un parti politique jeune qui recherche ses marques sur la scène politique, c'est un parti politique qui ambitionne de faire des alliances, c'est un parti politique. Quelle est la description qui convient au PAP, qui est le parti que vous avez décidé de rejoindre après avoir claqué les portes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Eh bien, c'était un parti qui n'était même pas connu de Kumba. Pardon. Mais depuis que je suis là, j'ai transformé ce parti en parti politique vibrant, un parti politique qui est au-dessus du mouvement. Donc le PAP aujourd'hui, c'est un phénomène. Combien de militants à mettre à l'actif de votre parti politique, si vous le qualifiez d'être un phénomène aujourd'hui? C'est un phénomène là où, n'est-ce pas, nous militons. Je ne peux pas vous dire, n'est-ce pas, dans la tête combien de militants, mais ça se voit. Aujourd'hui, dans les villages, les enfants de 3 ans s'appellent PAP. Ils ont oublié leur nom. Ils s'appellent PAP. Donc, nous sommes un phénomène. Alliance avec d'autres partis, je ne pense pas. Pourquoi Non, parce que ce qui s'est passé à mon égard me donne aujourd'hui, n'est-ce pas, l'esprit de anglophonité. Donc aujourd'hui, je me sens plutôt anglophone. Si j'ai un parti politique au Cameroun aujourd'hui, c'est tout à fait temporaire. Parce que si je suis citoyen camerounais et quelqu'un me dit que je ne peux jamais être président, c'est que je ne suis pas un citoyen avec de pleins droits. Non, donc, est-ce que honorable, est-ce que vous pensez que c'est une affaire finalement d'appartenance à une langue ou une autre? Absolument. C'est un débat qui devrait être caduc. Vous qui êtes homme de droit, vous deviez comprendre que vous êtes au-dessus de ce type d'allégation. Au niveau de la Cour suprême, ce sont mes collègues. Si la Cour suprême m'empêche de m'exprimer, ils déclinent d'examiner au fond ma requête. Mais ce n'est pas simplement votre requête, honorable. Plusieurs requêtes ont été rejetées, y compris ceux du Non, laissez-moi aller plus loin. Laissez-moi aller plus loin. Je cite comme exemple. Ce sont mes collègues. Maintenant, depuis que j'ai présenté ma candidature à la présidentielle, je vous ai déjà dit, j'ai eu des menaces. Il y a eu des actions qui cherchent à m'entraver, n'est-ce pas, telles que l'augmentation de la caution, telles que le dépôt de textes anticonstitutionnels. Aujourd'hui, ils font tout pour que je ne gagne aucun siège, pour que je ne gagne aucune commune, parce que si je n'ai pas de commune, je ne suis pas représentant à l'Assemblée, je suis totalement exclu de devenir président, de porter ma candidature. Et si je ne peux pas porter ma candidature dans un pays, c'est que je ne suis pas citoyen de ce pays. Et aujourd'hui,
comme je viens de dire, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai écrit et j'ai envoyé à la présidence. Je ne le dis pas ici en cachette. Je dis que je me sens aujourd'hui beaucoup plus anglophone. Avant, j'étais parmi, n'est-ce pas, j'étais de la 3e promotion du lycée bilingue. Le seul lycée de l'époque, à Manobe et puis Bouya. J'ai épousé une Douala. Je me sentais camerounais. Mais si aujourd'hui, je ne peux pas présenter ma candidature pour devenir président de ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas des motifs de vice de forme quand même? Pourquoi vous voulez rapprocher le rejet de votre candidature à votre appartenance à l'une des 2 langues officielles? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu des déclarations des hautes personnalités de ce pays qui nous ont demandé, je parle en tant qu'anglophone, pas peut-être comme individu. Mais honorable. Et il y a eu des déclarations de hautes personnalités qui nous ont demandé d'aller chez nous. Chez vous, c'est le Cameroun, honorable Paul Aya Abiné. Vous êtes probablement quelqu'un qui souhaite briguer le poste de président de notre pays. Donc alors vous êtes au-dessus de toutes ces considérations-là. Alors que je suis déjà exclu. On m'a exclu, vous le savez bien. Je vous dis que là où on a voté aux yeux, n'est-ce pas, des observateurs, j'ai gagné l'élection dans la circonscription de Lemagnou à 70%. Mais la présidence a envoyé un certain Abotabi, le vice-secrétaire, oui. Qui a tout, n'est-ce pas, vicié. Donc, si aujourd'hui, on dit non, Aya n'est plus camerounais, il ne doit plus porter sa candidature, c'est que je ne suis plus camerounais et j'accepte. Honorable Paul Aya Abiné, je vous propose, pour que l'on termine cet entretien, de parler de quelques sujets d'actualité. L'on débutera par l'Assemblée nationale, l'instrument que vous connaissez le mieux, la chambre que vous connaissez le mieux pour avoir siégé pendant près d'une décennie. Un autre débat en cours au niveau de cette chambre aujourd'hui, c'est celui de la présidence de l'Assemblée nationale. Cavaillé Guédibril est présenté certes comme le grand favori, après un peu plus de 21 ans passés au perchoir, mais l'on annonce que, selon des indiscrétions de la presse, l'on pourrait retrouver peut-être une femme au niveau du perchoir de cette assemblée. L'on évoque très largement, en tout cas dans la presse locale, celui d'Emilienne Monjao Likefa, que vous connaissez très bien, qui a été vice-présidente de la dite chambre. Vous y croyez-vous qu'une femme pourrait également présider aux destinées d'une assemblée nationale dans ce pays? Mais j'étais étonné, vous avez dû voir comme j'ai commencé à sourire. Pourquoi vous dites qu'Abaya est super favori? Kabaya a fait son tour. En tout cas, selon la presse et non selon les avis de Yves Sandio, honorable. Et il doit, n'est-ce pas, comprendre qu'il y a des présidents qui étaient là avant lui et il doit y avoir des présidents après lui. Ce n'est pas lui qui doit décider quand est-ce qu'il doit y avoir un nouveau président. Bon, nous, à PAP, nous étions le premier parti au monde qui avait prévu égalité entre l'homme et la femme. Les femmes elles-mêmes ont demandé 30%, mais nous avons, notre projet de société dit non, 50 sur 50, entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, dans le gouvernement du Cameroun, les femmes... Comment? Vous tenez compte des équilibres régionaux ou simplement c'est la notion de genre qui... Non, de genre. Absolument. Est-ce que tel que fonctionne en tout cas l'appareil d'État, quand on regarde la configuration du service protocolaire au niveau de l'État, que ce soit de la présidence, en passant par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, quand vous regardez tel qu'il est configuré au niveau de la tête, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'idée, par exemple, d'avoir Emilienne en tant que président de l'Assemblée nationale est une histoire qu'on pourrait reléguer au calendrier grec? Le chef de l'État est sudiste, selon la presse en tout cas.
ça. Il est à la tête de la présidence de notre pays. La deuxième personnalité est des Grassfield. L'on parle également du Premier ministre qui est donc d'une partie anglophone du pays. Est-ce que pour que tout le monde soit finalement content, dans le principe de l'équilibre régional, il ne faudrait pas s'attendre à ce que l'honorable Kavaïégué rempile à nouveau, lui qui est de la zone du nord du pays? Non. Après chaque élection législative, il y a toujours remaniement. Et souvent, il y a remaniement avant élection, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée. Donc, comme j'allais dire avant votre intervention, j'allais dire que nous avons préconisé égalité entre l'homme et la femme. Et si aujourd'hui nous avons le président de la République, l'Assemblée, le Sénat, Premier ministre, tous hommes, il n'est que normal que la femme soit, n'est-ce pas, représentée. Parce que nous avons déjà elles sont représentées, honorable, puisque pour le compte de cette 9e législature, là, on dénomme quand même un peu plus de 57 femmes. Non, mais pas au bas niveau. Il faut que l'Assemblée nationale. Non, il faut que la femme ait, n'est-ce pas, la possibilité de gérer. C'est là où il y aura des comparaisons et même des contrastes. Donc, il faut qu'il... Donc, vous pensez qu'il faudrait qu'on essaye quand même de changer un peu et qu'on retrouve peut-être une Absolument. dame au niveau de cette chambre pour voir comment elle fonctionne. Et quels sont les favoris pour vous? Vous pensez que Emilienne Bondjawa, l'Ikefa, c'est vrai, elle joue d'une certaine ancienneté, elle connaît déjà comment ça fonctionne puisqu'elle était la proche collaboratrice du président sortant. Vous pensez qu'elle a le profil pour? Oui, elle a le profil, non seulement le profil, elle a de l'expérience. Elle a déjà présidé, comme je venais de dire, que chaque fois que le président voulait aller se reposer, il appelait un vice-président pour présider à sa place. Donc, elle a déjà présidé, elle a de l'expérience. Je pense qu'elle a tout. Elle réunit beaucoup plus d'atouts que toutes les autres femmes. Honorable, parlons à présent d'un avant-dernier sujet avant de terminer avec la question rituelle de ce programme, la vraie émission. Je souhaiterais que l'on parle de la justice de notre pays, non pas pour nous aligner sur les procès qui sont en cours. Nous respectons la loi de notre pays et puis le principe, le sacro-saint principe de ce débat-là qui devrait être évité sur les plateaux de télévision lorsque des affaires sont pendantes en justice. Mais vous qui êtes magistrat, vous qui êtes homme de droit, quand vous regardez l'appareil judiciaire comme il fonctionne au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait accélérer? Vous avez déjà circonscrit ce qu'on a à dire. Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une justice indépendante. Parce que la prestation de serment de magistrat est dans une formule qui stipule que le magistrat doit rendre justice à tout le monde, sans, n'est-ce pas, peur, sans faveur, ni malice, tout est là. Le magistrat qui a peur ne doit pas présider. Au plus, un tel magistrat doit travailler dans le parquet. Mais le magistrat qui préside n'a que sa conscience et la loi qui doit le guider. Mais nous voyons dans le pays que le plus souvent, c'est l'exécutif qui décide si on doit, n'est-ce pas, condamner ou bien relaxer. C'est l'exécutif, bien sûr, ça se voit. Parce que on suit un procès, on sait qu'il n'y a rien qui accable qui que ce soit. Mais le jugement étonne tout le monde. Aujourd'hui, dans le pays, la justice est comme peut-être un département de l'exécutif où le magistrat est peut-être qui suit, n'est-ce pas, les ordres de son maître. Merci, honorable Paul Aya Abiné. Juste question rituelle pour qu'on termine cet entretien. L'avenir de notre pays, comment vous l'entrevoyez? Pas très prometteur. Parce que, comme je viens de dire aujourd'hui, par exemple, en ce qui me concerne, je me sens beaucoup plus anglophone qu'avant. Nous voyons dans le pays trop de tribalisme. Parce que je me pose souvent la question, pourquoi le président de la République élu de tous les Camerounais pense que
toutes les grandes réalisations doivent se situer dans sa région d'origine. Il doit y avoir un développement équitable, répartition des ressources du pays équitable, si le pays peut aller de l'avant. On peut avoir peur aujourd'hui parce que le président est là, mais à sa mort, il faut qu'il songe à ce qui va se passer après lui. Parce que si aujourd'hui il donne la primauté à sa région, il y a des réalisations observées à Kribi, un peu partout. Non, mais à Kribi, c'est le sud. Je parle de sa région d'origine. Kribi, ça fait partie de la région du sud. Donc, un président ne doit pas créer, n'est-ce pas, un tel clivage. Parce qu'à sa sortie, quelqu'un d'autre vient et dit, bon, c'est mon tour. Et ainsi, le pays ne s'en citera jamais, n'est-ce pas, uni. En tout cas, je tiens simplement à dire à l'honorable qu'il reste camerounais et il a toujours été fier de l'être. Même s'il y a ce ressentiment que l'on peut aisément comprendre. Honorable Paul Aya Biné, vous êtes ancien député de Magno, vous êtes également, je crois, président du PAP, si j'ai une très bonne mémoire. Secrétaire général. Secrétaire général du PAP, un parti politique qui, tout naturellement, a été observé, dont les premiers pas et les balbutiements ont été observés à la faveur du scrutin d'octobre dernier pour la présidentielle et les municipales du 30 septembre dernier. 1000 fois merci vraiment d'avoir fait le déplacement depuis Buea pour nous retrouver ici à Douala pour que l'on puisse débattre de quelques sujets thématiques. Thank you very much. If I didn't speak English, I would not be Anglophone. Thank you very much in return for bringing me here. Cameroun is a bilingual country. Madame, Monsieur, 1000 fois merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette première livraison de la vraie émission. Au revoir.